22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. La République de Djibouti affirme l'importance du maintien de la paix au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis a prononcé un discours pour un avenir pacifique et prospère. Et un exercice d'envergure a été orchestré, mobilisant les ressources de la Marine nationale et de la garde-côte. Le pays réaffirme ainsi son engagement indéfectible envers la sécurité maritime et la coopération régionale. Et nous ferons également le point sur cet accord trouvé pour une trêve humanitaire à Gaza. Bonsoir, la République de Djibouti affirme l'importance du maintien de la paix au Conseil de sécurité de l'ONU. La paix est une condition préalable au développement. C'est ce qu'a affirmé le représentant de Djibouti auprès des Nations Unies et ambassadeur aux États-Unis, Mohamed Syed Ali, lors d'un débat du Conseil de sécurité tenu le 20 novembre. An eminent economist once famously said, "War retards development, but conversely, development retards war." Au début, permettez-moi d'exprimer la profonde gratitude de Djibouti envers la Chine, présidente du Conseil, pour avoir convoqué ce débat ouvert sur un thème vital. Nous tenons également à remercier les intervenants pour les contributions. Elles contribuent grandement à approfondir notre compréhension des liens entre la paix, la sécurité et le développement. Leur analyse et leurs idées aideront sans aucun doute à orienter les actions des États membres des Nations Unies dans leurs efforts pour relever ces défis. Paul Collier, l'éminent économiste, un jour affirme de manière célèbre: la guerre retarde le développement, mais inverse, le développement retardait la guerre. Soulignons ainsi la proposition principale, selon laquelle le développement est central pour les perspectives de prévention et de réduction des conflits. Selon certaines estimations, les conflits coûtent en moyenne 30 années de croissance du PIB et les pays en crise prolongent lutte avec des niveaux extrêmes de pauvreté. Outre le coût évident en termes de destruction des infrastructures, de pertes de vie, de dépassements massifs, des crises des réfugiés, des sociétés déchirées, qu'elle génère son impact dévastateur à long terme sur une jeunesse non éduquée ou à la soi-disant génération perdue, comme le notent les experts, les complexités créées, les militarisations de la politique sont tout aussi significatives. Nous sommes donc d'accord avec le secrétaire général pour dire que le développement durable est finalement la solution pour aborder de manière exhaustive les moteurs multidimensionnels de la violence et de l'insécurité. Nous soutenons le renforcement de la commission de consolidation de la paix, du Fonds de la paix. Ils peuvent aider à mettre en œuvre des programmes complets qui favorisent une gouvernance inclusive, la justice, la réconciliation complète et qui favorisent et abordent les causes profondes des conflits et de la violence. Ils sont cruciaux pour soutenir les pays post-conflit, reconstruire les institutions, les infrastructures, les services sociaux, afin de garantir que les gains en matière de développement ne soient pas perdus. Dans cette ère de polycrisie, ainsi, pour éviter l'aggravation des tensions au sein des sociétés, les institutions multilatérales de développement devraient fournir un financement à grande échelle aux économies en difficulté dans le monde en développement et prendre des mesures pour apporter des changements dans le but ultime, établir un système financier international plus équitable. Nous appelons toutes les parties concernées à faire des efforts sérieux, significatifs et décisifs pour trouver une solution systématique à la crise de la dette. Il va dans la vie et de la mort. Un soutien maximal devrait être apporté aux pays vulnérables et fragiles alors qu'ils s'efforcent de renforcer l'État et de construire des institutions adaptées à leur mission. Si nous voulons construire un monde plus paisible, prospère, le Conseil de sécurité doit trouver des solutions. L'approfondissement, l'impasse, entraver son efficacité, son autorité et sa légitimité, avec des implications très négatives pour la paix et la sécurité dans de nombreuses parties du monde. Le Conseil devrait surveiller, exiger la mise en œuvre cohérente de son résolution. Trop de résolutions ne sont pas honorées. Les efforts de médiation sont sapés. Les perturbateurs sont déstabilisés et énergisés. En conséquence, trop de conflits restent non résolus et peuvent ressurgir de nouveau, émerger la guerre d'agression, se poursuivre, la menace terroriste, des métastases et nous faisons face à une épidémie de coups d'État, comme l'a souligné le secrétaire général sur le continent africain. Monsieur le Président, les opérations de maintien de la paix de l'ONU
ont fait leurs preuves. Elles ont sauvé de nombreuses vies. Mais en raison de la nature et du changement des conflits, ce qui est nécessaire maintenant dans de nombreuses situations, ce sont des opérations de maintien de la paix renforcées. Des missions dotées d'un mandat robuste, financées par des contributions obligatoires, équipées de manière adéquate pour relever les défis de l'environnement hostile au lieu d'aujourd'hui, principalement en raison de la menace terroriste, alors que nous apprêtons à entamer des négociations sur un nouveau pacte pour l'avenir. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui détermineront le futur que nous construirons collectivement. Construisons ensemble un élan vers un monde plus équitable, durable, pacifique et prospère. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre saoudien des Transports et de la Logistique, Salah Ben Nasser Al-Jasser, ont coprésidé lundi la réunion du Conseil d'affaires saoudo-djiboutien dans le cadre de la 5e session du comité mixte des deux pays. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés dans les relations fraternelles et la coopération conjointe entre Djibouti et l'Arabie saoudite, ainsi que sur les voies et moyens de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Et à l'issue de la commission mixte ministérielle, les deux parties ont procédé à la signature de mémorandum d'entente dans le domaine des ressources animales, des services logistiques et les échanges d'informations entre les deux agences d'information. Écoutez le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Msadawali. Le Royaume de l'Arabie saoudite occupe une position significative dans les top 5 des partenaires commerciaux en République de Djibouti. Cela témoigne de la solidité des relations qui ont été cultivées au fil des années entre nos deux pays. Cela reflète aussi la force de nos liens économiques ancestrales, mais aussi les potentiels de croissance et de coopération future. Je suis encore une fois ravi de souligner les récentes initiatives entreprises pour nos deux secteurs privés respectifs à la suite du Forum d'affaires saoudo-djiboutien d'avril 2017 qui s'est tenu ici. Un protocole d'accord et d'entente a été signé entre la Chambre de commerce de Djibouti et le Conseil des chambres de commerce et d'industrie de l'Arabie saoudite. De plus, le Conseil des affaires saoudo-djiboutiennes a été fondé. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, s'est dit satisfait de participer à cette réunion, considérant le Royaume d'Arabie saoudite comme un partenaire stratégique de notre pays. Nous l'écoutons. En marge de la commission mixte, permettra certainement de hisser nos relations économiques vers une nouvelle dimension. Nos deux pays, comme vous le savez, partagent des similitudes économiques et géographiques sur la mer Rouge et la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Le souhait de partenariat stratégique entre nos deux nations est soutenu par une volonté politique continue et qui a permis, au niveau de mon département, la signature de plusieurs accords. Un programme de coopération dans le domaine du commerce avec l'Arabie saoudite, dans le domaine des normes et de la qualité également, on a signé un accord, et enfin, dans le domaine du tourisme. Un partenariat gagnant-gagnant nous permettra de tirer profit de nos avantages comparatifs en saisissant les opportunités d'affaires et d'investissement existants dans plusieurs domaines, notamment les commerces et le tourisme. Le ministre saoudien des Transports et de la Logistique a salué l'hospitalité djiboutienne et a souligné les efforts des deux pays
pour saisir les opportunités d'investissement et commercial et établir de nouveaux partenariats au service des deux pays frères. Il a par la suite souligné que la réalisation de la diversification économique constitue un apport majeur pour transformer la vision 2030 du Royaume en une réalité tangible, notant que la diversification économique repose sur l'augmentation de la contribution des secteurs non pétroliers au revenu national du Royaume, puis sur l'augmentation des exportations non pétrolières. Et prenant la parole à son tour, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que cette réunion reflète l'évolution des relations établies entre Djibouti et l'Arabie saoudite. Nous considérons, a-t-il dit, le monde des affaires saoudien comme un véritable partenaire du secteur des affaires à Djibouti et à cet égard, la réunion d'aujourd'hui représente une opportunité formidable et favorable pour ouvrir de nouveaux canaux de communication et renforcer le partenariat entre les communautés d'affaires des deux pays. À cet égard, les sociétés et entreprises basées à Djibouti peuvent désormais accéder au marché du COMESA qui comprend environ 583 millions de consommateurs et des millions d'autres sur d'autres grands marchés, a-t-il conclu. Dans l'actualité également, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a consacré sa séance d'aujourd'hui à une analyse du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2023. Cette réunion, présidée par le député Chalmake Moussaare, a vu la participation du ministre du Budget, Resman Ibrahim Roble, accompagné des hauts responsables de son département. L'ordre du jour de la séance a mis l'accent sur les recettes de l'État abordant les différentes thématiques implorantes de la gestion des finances publiques. À la suite des discussions approfondies, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan entend poursuivre en auditionnant les différents départements ministériels dans le cadre de son examen du projet de loi mettant l'accent sur l'analyse des dépenses de l'État. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdan, se trouve depuis lundi à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour prendre part à la 39e conférence mondiale des radiocommunications. Eh bien, cette conférence mondiale est organisée tous les 3 ou 4 ans par l'Union internationale des télécommunications pour examiner et mettre à jour le règlement des radiocommunications, le traité international régissant l'utilisation du spectre et les orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires. Le règlement des radiocommunications veille à ce que l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques soit rationnelle, équitable, efficace et économique, tout en visant à prévenir les brouillages préjudiciables entre les différents services de radiocommunication. Je vous le disais en titre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekeri Cheikh Ibrahim, a effectué ce matin une visite à l'escale de la marine, accueilli par le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Borré. Une troupe d'honneur soigneusement constituée a été déployée pour accueillir le chef d'état-major général des armées lors de sa visite à l'escale de la marine. Et après cette première séquence protocolaire, le chef d'état-major général des armées a pris part à une réunion stratégique. La présentation des enjeux maritimes et des défis actuels en mer Rouge a été assurée par le commandant de la marine nationale, offrant une analyse approfondie des événements récents et soulignant l'engagement de la République de Djibouti à garantir la sécurité du détroit de Bab el-Mandab et des routes commerciales avoisinantes. Cette séance de travail a rassemblé un ensemble de hauts responsables militaires, tous les chefs des corps de la garnison de Djibouti ainsi que le chef de la division logistique. Les discussions ont été empreintes d'une volonté commune de renforcer la capacité opérationnelle pour faire face aux défis maritimes émergents.
Et à l'issue de la réunion, un exercice d'envergure a été orchestré, mobilisant les ressources de la Marine nationale et de la garde-côte. Cette démonstration opérationnelle a mis en lumière la capacité de la République de Djibouti à garantir la sécurité de ses eaux territoriales et au-delà. Les manœuvres ont inclus des scénarios variés illustrant la réactivité, la coordination et l'efficacité des unités navales et côtières. Cette évaluation du dispositif a révélé des résultats hautement satisfaisants, soulignant la préparation constante de la Marine nationale et des gardes-côtes à faire face aux défis maritimes complexes. En démontrant la volonté et la capacité de Djibouti à assurer la sécurité maritime régionale, cette initiative renforce la position stratégique du pays en tant qu'acteur clé dans la préservation de la stabilité dans la région de la mer Rouge. La République de Djibouti réaffirme ainsi son engagement indéfectible envers la sécurité maritime et la coopération régionale. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles a organisé hier un atelier de validation des études de planification énergétique. Les ingénieurs du ministère de l'Énergie, avec le soutien de l'expertise de l'Agence internationale, ont développé 3 études de planification énergétique, à savoir le bilan énergétique de 2019, l'analyse de la demande énergétique future et l'analyse de l'offre d'approvisionnement énergétique. L'objectif de cet atelier est de montrer quelles sont les informations énergétiques nécessaires pour définir une politique de l'énergie. Le but est aussi donc de soumettre aux différents acteurs institutionnels, les établissements publics et entreprises privées du secteur de l'énergie et de la planification économique et statistique des résultats donc issus de ces études. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Akilewaes, que je propose d'écouter. Nos commentaires et nos suggestions de par nos expériences des différentes, chacun vient d'horizons différents, chacun vient d'institutions publiques différentes. Donc nous avons souhaité que ce travail de rédaction des politiques énergétiques, je dis ça, on dit politique énergétique, mais c'est plus vaste que ça. C'est d'abord les différents rapports qui vont être les matières premières de la politique énergétique, qui sont déjà rédigés, notamment le bilan énergétique, les différentes prévisions qui ont été faites avec des logiciels sophistiqués, comme vous le voyez ici, logiciel Message, entre autres, MAED, des logiciels de référence internationale, qui aujourd'hui, je me réjouis, qui est maîtrisé par nos ingénieurs. C'est l'autre volet de ce projet. Nous avons souhaité que cette stratégie soit écrite par les éléments du ministère de l'Énergie. Au jour d'aujourd'hui, et de par ces projets en partenariat avec l'Agence internationale des énergies atomiques, ces stratégies-là, la politique énergétique, les stratégies, les plans d'action quinquennaux qui vont découler, les différents projets qui sont déjà en pipeline, mais qui vont être une conséquence de ces différents plans d'action, tout cela va être rédigé par nos équipes.
La Commission nationale de Djibouti pour l'UNESCO a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier portant sur l'élaboration d'une initiative nationale relative à l'éducation et au développement durable. Objectif, identifier les domaines prioritaires sur lesquels vont porter les activités de l'initiative nationale, caractériser les activités à mettre en œuvre en cohérence avec les domaines prioritaires retenus et de constituer un groupe de travail national en charge de la coordination globale, de la planification, de la mise en œuvre et du suivi des activités de l'initiative nationale. Les différents responsables qui se sont exprimés lors de cette réunion ont indiqué que l'éducation au développement durable appelle à une éducation transformatrice qui donne aux apprenants tout au long de leur vie les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires non seulement pour prendre des décisions éclairées, mais aussi pour provoquer les changements individuels et collectifs requis pour voir un impact positif sur nos sociétés. L'atelier de 2 jours aboutira à une ébauche de l'initiative nationale sur l'éducation au développement durable. Le secrétaire général de la Commission nationale de Djibouti pour l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, a dans son intervention souligné que l'éducation au développement durable contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous l'écoutons. Il intervient à point nommé parce qu'aujourd'hui, et surtout ces dernières années, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on s'est tourné vers une éducation qui va au-delà de l'instruction. Il ne suffit plus de donner des outils pour que les enfants réussissent aux examens. L'éducation aujourd'hui vise des objectifs beaucoup plus poussés que ça. C'est tout simplement former les citoyens de demain et pour ancrer et pour illustrer mes propos, dans le dernier schéma directeur 2021-2035, c'est un schéma directeur un peu particulier parce que je pense que c'est celui qui est vraiment aligné sur les objectifs de l'ODD 4. Le dernier, il était vers sa fin lorsque le ministère a décidé de travailler ou bien de mettre en œuvre des actions orientées ou bien basées sur l'ODD 4. Mais celui-ci, je pense qu'il est vraiment aligné sur ces objectifs-là. Et une révision a été faite. Donc, moi, je pense qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le terrain est propice pour que cette problématique devienne une problématique centrale. Et une cérémonie de fin de formation destinée aux agents de l'Agence nationale des personnes handicapées s'est tenue aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur général de l'ANPH et le directeur général de l'INAP ont préparé la cérémonie. Cette formation de 2 semaines dispensée par l'INAP a pour objectif de permettre aux personnes vivant avec un handicap de les doter d'une connaissance capable de les inclure dans la sphère socio-professionnelle. Les responsables présents ont procédé en fin de cérémonie à la remise des certificats de fin de formation aux bénéficiaires donc, de cette formation que sont les agents de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées. Les officiels ont dans leur intervention félicité les lauréats. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. Le ministère du Travail a acté un texte pour faciliter l'inclusion des handicapés dans la vie active, un texte qui met en place des quotas pour les handicapés. L'handicap ne fait pas obstacle à la formation, à l'accès au travail et à toutes sortes de prestations. Les autorités sont là pour veiller à l'inclusion des handicapés. Nous avons ensemble formulé un programme
le programme numéro 12, avec l'équipe de l'ANPS, nous travaillons sur toutes les activités capables d'inclure les handicapés. À l'approche de la randonnée pédestre dédiée à la promotion de la paix en Palestine, prévue pour ce vendredi, une délégation du secrétariat d'État chargé des sports a entrepris aujourd'hui une visite cruciale à Arta, lieu de la marche. La délégation dirigée par le directeur des sports et le directeur des régions comprenait également plusieurs autres responsables et cadres du département en charge des sports. L'étape inaugurale de cette mission préparatoire a été marquée par une réunion à la préfecture d'Arta où la délégation a eu l'opportunité de discuter en profondeur avec le préfet de la ville et le président du conseil régional. Les échanges ont porté sur des aspects essentiels tels que l'itinéraire prévu pour la randonnée, mettant l'accent sur la sécurité, l'accessibilité et l'impact visuel. La délégation a exploré les synergies possibles avec les autorités d'Arta pour assurer la fluidité de l'événement. Il faut noter que la délégation imprégnée de cet objectif noble a manifesté son engagement à faire de cette randonnée non seulement une réussite logistique, mais aussi une déclaration puissante en faveur de la paix en Palestine. Solidarité donc avec la Palestine. Au Boc se mobilise pour soutenir Gaza. Dans une manifestation vibrante de solidarité, l'ensemble des habitants de Haïou se sont rassemblés pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et sœurs palestiniens. Cet élan de générosité vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative nommée « Une pièce jeune pour un jeune de Gaza » symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Et justement, donc, l'actualité en Proche-Orient, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué aujourd'hui l'accord de trêve humanitaire dans la bande de Gaza, appréciant les efforts qataris et égyptiens déployés pour y parvenir. Après les déclarations du gouvernement israélien et du Hamas, les autorités du Qatar, au centre des pourparlers de trêve, ont confirmé un accord pour une pause humanitaire dans la bande de Gaza. Doha œuvre depuis des semaines avec Washington et le Caire pour obtenir une libération d'otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans les combats. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Djibouti. Portez-vous bien et excellente soirée à tous.